heureusement que j'ai trouvé ça parce que enfin, je me serais pas vue avoir ce genre de symptômes tous les jours, toute ma vie. En fait, c'est en anglais, ça veut dire fermentescible, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyol. Ce sont des sucres ou des glucides qui sont fermentescibles dans l'intestin et qui donc peuvent causer des troubles intestinaux comme des ballonnements, des diarrhées, des constipations. Il n'y a pas forcément tout à la fois, mais voilà, c'est en gros les symptômes avec bien sûr des douleurs qui sont associées, etc. Et alors pourquoi on s'intéresse maintenant à ce groupe précis? Alors en fait, c'est la Monash University qui est une université et un centre de recherche qui a fait des recherches au début des années fin des années 2000, disons, et qui en fait ont découvert qu'il y avait un lien entre ces types de glucides et les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Et du coup, ils ont fait des recherches sur des personnes en leur limitant ce type d'aliments et en voyant, en comparant avec les personnes à qui on disait d'avoir un régime équilibré, quelle était la différence dans la diminution de leurs symptômes et qu'effectivement, il y avait 75% des personnes qui avaient une nette diminution des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Vous, ça a été votre cas? Vous avez fait ce régime poudre Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait, au début, j'ai eu du mal à avoir mon diagnostic, donc je savais pas très bien ce que j'avais. Et puis après, enfin, mon médecin m'a surtout parlé d'intestin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a peut-être dû juste dire intestin irritable, et moi, je pensais pas que c'était une maladie. Donc, je suis pas allée plus loin. Il m'a donné des médicaments contre les symptômes, contre les ballonnements, contre les spasmes, contre les douleurs. Et en fait, les médicaments, ça fait pas effet très longtemps. Et après, du coup, les symptômes reviennent complètement et même quand on prend des médicaments. Du coup, j'ai fait des recherches en fait sur le syndrome de l'intestin irritable quand j'ai enfin su qu'en fait c'était le syndrome de l'intestin irritable et que c'était pas l'intestin irritable ou enfin c'était une maladie. Du coup, j'ai fait des recherches et effectivement, j'ai trouvé les recherches de la Monash University. Et, et puis, j'ai voulu commencer à faire ce qu'il préconisait. Et ça, pour moi, oui, un peu toute seule au départ? ouais, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet. J'ai regardé plein de vidéos, lu beaucoup de choses. J'ai acheté des bouquins en anglais et en français. Et après, j'ai démarré toute seule, effectivement. Mais comme j'étais en train d'être formée à la diététique. Donc voilà. Donc j'ai fait ça toute seule et ça a marché. Pour moi, j'ai eu de la chance parce que ça a marché en une semaine. J'avais déjà beaucoup moins de symptômes. Donc en fait, le Et principe, c'est d'enlever tous les FODMAP au départ, c'est ça? alors pas tous, parce que la majorité des aliments contiennent des FODMAP, mais en étant suffisamment en petite quantité pour ne pas déclencher de symptômes. Donc en fait, ce qu'il faut éliminer, c'est les aliments riches en FODMAP et surtout dans les quantités qui sont supérieures à une certaine limite, qui les rend riches en FODMAP. Parce qu'il y a des aliments, par exemple, elles pourraient être riches en FODMAP si on en prenait une quantité telle, mais si on prend en dessous de cette quantité-là, ça reste pauvre en FODMAP. Et du coup, ça ne déclenche pas les symptômes parce que la quantité est suffisamment petite pour ne pas déclencher de symptômes. C'est vraiment la quantité de FODMAP qui donne les symptômes et pas juste la présence du FODMAP. Sinon, on pourrait plus rien manger pratiquement à part. Enfin, ça semble assez compliqué en fait de réussir à identifier déjà les aliments parce qu'il y a différentes listes, il y a différents groupes. Ça peut faire peur, j'imagine. Ouais, Les gens... c'est vrai que les gens, en général, quand ils commencent à regarder sur Internet, ils ont accès à plein de listes différentes qui disent pas la même chose. Et parce qu'elles sont souvent pas assez précises, justement, elles parlent pas des quantités limites. Du coup, soit dès qu'il y a un aliment qui risque d'être riche en FODMAP, il élimine,
soit l'inverse, ils le mettent dans la liste OK, alors que si on en prend 150 grammes, bah là c'est plus OK, par exemple. Du coup, effectivement, il faut vraiment se référer à la Monash University, en fait, aux analyses que font la Monash University en permanence, parce que ils ont un labo de recherche qui analyse en permanence de nouveaux aliments. Et ils ont une application. Malheureusement, c'est en anglais. Et du coup, moi, j'ai fait un guide sur le sujet pour que ça soit accessible aux Français, en fait. Et aux francophones en général, pardon. Pas juste les Français, mais aux francophones en général. Du coup, moi, je me réfère vraiment aux analyses de la Monash University, qui sont pour moi bah, la référence, parce que c'est eux qui ont débuté les recherches sur le sujet et qui ont découvert ce lien entre FODMAP et syndrome de l'intestin irritable. Oui, parce que vous, du coup, vous en avez fait un blog qui est consacré qu'à ça et Oui, qui essaye d'aider les gens qui rencontrent ces symptômes-là, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais. Déjà, aider les gens à savoir si c'est ça ou c'est autre chose. Donc, leur montrer qu'il faut faire des analyses, qu'il faut aller chez le médecin, qu'il faut avoir un vrai diagnostic. Et pas juste, bon, bah, on m'a dit que c'était ça et j'ai pas fait d'analyse, j'ai pas fait, enfin, toutes les choses qu'il faut faire pour vérifier que c'est pas autre chose, parce que ça pourrait aussi être une maladie cœliaque où là, il faut complètement éliminer le gluten, alors que nous, par exemple, dans l'alimentation pauvre en FODMAP, on peut manger un tout petit peu de pain, ça fera pas vraiment de problème. Alors que là, quand on est cœliaque, quand on a une maladie cœliaque, la vraie intolérance au gluten, il faut éliminer tous les apports en gluten. Donc là, effectivement, c'est super important de se faire diagnostiquer par un médecin, par un gastro-entérologue, d'avoir fait toutes les analyses nécessaires pour exclure toutes les autres maladies, en fait. Et vous avez des retours de personnes justement qui se sentent mieux après avoir mis en place tout ça? Ouais, effectivement, j'ai pas mal de retours. Il y a des gens chez qui ça met un peu plus de temps que pour moi. Souvent, c'est chez les personnes qui ont une diarrhée, ça s'est amélioré plus rapidement que chez les personnes qui sont constipées. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et en général, les gens sont vraiment contents des effets qu'a la première partie en fait de l'alimentation pauvre en FODMAP, qui est la phase où en fait on élimine tous les aliments qui sont à teneur moyenne ou riche en FODMAP. Et du coup, le problème parfois, c'est que les gens ont peur de se mettre à faire les tests de réintroduction. Ils ont peur de reprendre des aliments qui pourraient leur causer des symptômes. Alors qu'en fait, finalement, on se rend compte que la plupart des gens, quand ils font cette réintroduction, ils n'ont plus besoin d'éliminer complètement des aliments. Finalement, ils peuvent remanger certains aliments en petite quantité. Il y en a d'autres, ils peuvent remanger normalement certains types d'aliments riches en FODMAP. Donc finalement, au final, ils se retrouvent qu'avec peu d'aliments qu'ils doivent limiter ou éviter en fait. Oui, parce qu'on exclut et ensuite on réintroduit petit à petit Ouais. par catégorie pour savoir ce qui pose le plus de problèmes en fait. Ouais, parce que comme chaque personne est différente, il y a des personnes qui seront intolérantes à certains FODMAP et d'autres, ce sera d'autres FODMAP. Même si les deux personnes ont exactement les mêmes symptômes, ça peut être une intolérance complètement différente. C'est pour ça que chaque personne doit faire ses propres tests et elle ne peut pas se fier à quelqu'un d'autre qu'elle connaît qui a exactement les mêmes symptômes. Il faut qu'elle-même fasse les tests de réintroduction et sache ses propres intolérances, les quantités qu'elle tolère. Voilà. Okay. Vous proposez aussi des suivis? Parce Oui, que vous oui, êtes oui. maintenant vous êtes professionnelle, diététicienne, c'est ça? Oui, oui, je suis diététicienne nutritionniste et j'ai aussi du coup suivi la formation de la Monash Université sur le sujet. Donc je suis spécialiste. Et effectivement, alors je propose des consultations en ligne et je propose aussi un programme d'accompagnement complet qui est sur à peu près 5 mois où en fait je les emmène étape par étape sur toutes les phases de l'alimentation pauvre en FODMAP avec un suivi par message ou par commentaire sous les vidéos. Enfin,
il y a plein de guides, il y a plein de vidéos et voilà, c'est un programme d'accompagnement en ligne sur une plateforme en ligne. Et il y en a certains qui disent on a eu les régimes véganes, les régimes sans gluten, enfin voilà, c'est une autre lubie. Ouais, alors c'est vachement dangereux parce que justement, il y a des gens qui se mettent à faire ça sans en avoir besoin forcément et surtout qui ne réintroduisent pas après et qui continuent des années. Le problème, c'est que il y a un risque de modifier sa flore intestinale, pas dans le bon sens. Donc il faut les FODMAP en fait, il y a une partie des FODMAP qui sont des prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est fait pour nourrir la flore intestinale. Et si on n'a pas suffisamment de prébiotiques, la flore intestinale risque de s'appauvrir. Donc, elle risque d'être modifiée et pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est super important de ne limiter que les FODMAP pour lesquels on est intolérant. Et en plus, après, notre intolérance se modifie parce que nos intestins, ils étaient comment dire, tellement irrités, oui, irrités. J'aime pas trop ce mot, sensibles, on va dire, tellement sensibles que ils finissaient par être intolérants à beaucoup de choses. Mais petit à petit, ils vont s'apaiser, ils vont se calmer. Et du coup, on peut réintroduire de nouveaux aliments, même si au début, on les tolérait pas bien. Du coup, on finit par ne pouvoir tolérer que très très peu d'aliments. Et souvent, c'est une limitation en quantité et pas une limitation, une élimination tout court, quoi. Du coup, au fur et à mesure, moi, par exemple, je vais beaucoup mieux et j'ai beau faire des exceptions comme à Noël, par exemple. L'année dernière, j'avais encore des symptômes. Je me disais, je sais que je vais avoir des symptômes. Tant pis, là, ce jour-ci, je me fais plaisir. Cette année, j'ai fait ça. J'ai dit, tant pis, ce jour-ci, je me fais plaisir. Et le lendemain et le surlendemain, aucun symptôme. Donc je me dis, bon, bah, super. Donc finalement, d'après vous, c'est que votre organisme, il est assez purifié pour accepter de traiter un petit peu les excès? je pense que les intestins se sont vraiment apaisés. Et du coup, ils réagissent plus à la moindre, voilà, au moindre excès ou au moindre. Les intolérances sont diminuées. Par exemple, moi, au départ, je pouvais plus du tout prendre de piment. Même un tout petit peu de piment à peine, à- en le sentant à peine en bouche, ça me brûlait de l'intérieur. Et aujourd'hui, bah, je prends un pas de taille et j'ai plus aucune sensation de brûlure intérieure, quoi. Donc oui, effectivement, mais ça prend du temps. Oui, bien sûr. Mais ça prend du temps. Il faut, voilà, ça prend du temps. Mais voilà, je prends aucun médicament, euh, pas de probiotiques, parce que j'avais essayé avant les probiotiques et il y en a qui faisaient rien, il y en a qui empiraient mes symptômes et ça prenait du temps. Et voilà, là, il y a besoin d'aucun médicament, besoin d'aucun complément alimentaire. Et il y a juste besoin d'effectivement de découvrir quelles sont ses propres intolérances et de faire avec. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Certains disent qu'il y a des améliorations même sur l'eczéma, sur le psoriasis. J'ai vu pas mal de choses qui seraient bénéfiques sur les maladies de peau. C'est pareil, des choses que vous avez vues ou pas tellement? Si, j'ai vu aussi, mais comme c'est pas encore prouvé scientifiquement, moi je suis très cartésienne et très, voilà, hein, les études. Je dis bon bah tant mieux, mais bon pour l'instant on ne sait pas trop si ça a réellement un effet. Après l'eczéma ça a aussi déclenché par le stress, le syndrome de l'intestin irritable c'est très stressant. Du coup il y a beaucoup de choses comme ça, on ne sait pas quel est le lien de cause à effet. Voilà. Mais effectivement, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu des améliorations au niveau peau, etc., que c'était des améliorations globales. Mais genre les migraines aussi. Mais bon, les migraines, par exemple, quand on est déshydraté par la diarrhée, ça peut déclencher des migraines. Donc le fait de ne plus avoir de diarrhée et donc de ne plus être déshydraté par ça, on peut faire diminuer les migraines. Enfin,
on sait pas exactement si c'est le fait que le microbiote soit amélioré, que la digestion soit améliorée, qui permet du coup d'améliorer d'autres choses comme aussi la dépression, etc. On ne sait pas quel est le lien de cause à effet, donc je pourrais pas dire tant qu'il n'y a pas eu de recherche sérieuse En tout sur le cas, que sujet. l'intestin, c'est la zone où il y a voilà, toutes les hormones du bonheur, toutes Mm. les choses qui sont... On parle du deuxième cerveau. Donc, Ouais. de ça c'est quelque chose qu'on sait. Donc, si ça va mieux, on imagine bien que le reste... Voilà, de toute façon, il y a un lien entre les intestins et le cerveau. C'est clair, c'est dans les deux sens. C'est forcément dans les deux sens. Quand on est malade, quand on a les intestins tourneboulés, bah forcément on se sent plus très bien, on est un peu déprimé, etc. Et inversement. Et quand on est très stressé, bah on peut avoir très mal au ventre parce que c'est le stress et on est complètement stressé, etc. Du coup, oui, forcément quand l'un va mieux, l'autre va mieux aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi jouer sur les deux. Dans mon programme d'accompagnement, je l'explique aussi. Il faut jouer aussi sur la méditation, le sport aussi, etc. Ça peut compter aussi sur la digestion et sur la santé des intestins. Vous diriez que ça a changé votre vie? Ouais, ouais, parce que j'étais en première année de diététique et je pouvais plus aller en cours, quoi. J'étais malade tous les jours. Enfin, je voyais pas ce que pouvais faire. Je pouvais plus aller en cours. J'allais une fois de temps en temps, mais j'étais complètement naze. Donc, heureusement que j'ai trouvé ça parce que, enfin, je me serais pas vue avoir ce genre de symptômes tous les jours, toute ma vie. Enfin, c'est juste, j'aurais plus rien fait de ma vie, en fait. Donc, oui, effectivement, ouais. Et en fait, c'est tellement simple. Enfin, c'est juste des aliments, quoi. On- Ouais, c'est tellement. Ouais, c'est. Non, non, effectivement, Vous aimeriez que plus de médecins soient formés? Ouais, mais malheureusement, ils ont pas le temps, en fait. Mais oui, bien sûr, ouais. Ou en tout J'aimerais cas, plus. qu'ils aient la connaissance de ce que c'est pour orienter, peut-être? C'est ça pour orienter et ensuite les diététiciens, parce que je forme aussi des diététiciens avec une formation en présentiel, co-animée avec Florian Seffer. Et du coup, que les diététiciens connaissent mieux et ne fassent pas n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de diététiciens qui se mettent à suivre des patients avec le syndrome de l'intestin irritable et qui ont juste lu les bouquins. Ça suffit pas en fait. Du coup, ils se mettent au même niveau que le patient, donc ils n'ont pas plus de connaissances que le patient. S'ils lisent les bouquins, les patients, ils ont accès aux mêmes bouquins. Et en fait, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'ils soient formés, parce que sinon, ils font pas les choses de la bonne manière. Et du coup, bah, les patients n'ont pas de réelle amélioration ou ne réintroduisent pas correctement et du coup pensent qu'ils sont intolérants à tout, alors que pas du tout. En fait, ils ont juste pas fait la réintroduction de la bonne manière. Voilà. Donc effectivement, c'est très important que les médecins connaissent mieux le syndrome de l'intestin irritable et ne disent pas c'est juste dans la tête. Parce que effectivement, quand on va pas bien, quand on est stressé, on augmente les symptômes ou on déclenche les symptômes, mais c'est pas ça la maladie. C'est pas le stress qui a causé la maladie, c'est le stress qui empire la maladie. Donc, qui connaissent effectivement bien la maladie, qui sachent qu'il y a quelque chose autre que les médicaments, euh, qui est une modification de l'alimentation, qui est l'alimentation pauvre en FODMAP, et après qui sachent dire aux patients d'aller voir telle personne, euh, un diététicien par exemple, pour suivre l'alimentation pauvre en FODMAP et ensuite aller mieux. Ouais. Ok, Mm. très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça pourra aider déjà quelques personnes, au moins à se dire que peut-être, voilà, si c'est ces symptômes-là, c'est peut-être ça, et à les Et consulter. poser la question Voilà, à leur c'est ça. médecin. Au moins avoir une piste et une possibilité pour que ça s'améliore, quoi.